pour reprendre la dichotomie de Pierre Popovitch entre résignation et indignation, je dirais que le personnage et le personnage principal et le roman tout entier de Michel Houellebecq se situe aux antipodes de l'indignation politique. C'est ainsi qu'il présente le personnage qui va occuper tout le roman. Jed consacra sa vie, du moins sa vie professionnelle, qui devait assez vite se confondre avec l'ensemble de sa vie, à l'art, à la production des représentations du monde. Il pouvait, de ce fait, produire des représentations critiques dans une certaine mesure, car le mouvement général de l'art comme de la société tout entière portait en ces années de la jeunesse de Jed vers une acceptation du monde, parfois enthousiaste, le plus souvent nuancée d'ironie. Alors, acceptation, résignation, ça n'est pas la même chose, mais disons que la soumission complète de Jed au système économique dont son activité, à laquelle son activité le fait participer, ressemble bien à cette résignation. Et c'est de ça que je suis parti, parce que tous les romans de Houellebecq opèrent une mise en récit de l'extension du principe libéral à l'ensemble du social, de l'intime, à la sphère publique, à celle plus précise du travail, mais également à celle de l'intimité sexuelle et affective. Mais son dernier roman aborde ce principe, donne une représentation à ce principe libéral du point de vue de l'artiste. Et je me propose ici d'analyser comment l'itinéraire du personnage principal du roman, l'artiste contemporain Jed Martin, fait l'objet d'une mise en récit des rapports ambigus entre économie de marché et art, et pose la question d'une représentation critique de ce paradigme libéral. Alors il n'y a dans ce roman ni prolétaire, ni chômeur, ni misère de la carte et le territoire, se situe avec une certaine provocation du côté des gagnants de ce système économique et s'organise autour de la trajectoire de Jed Martin. Je n'ai pas le temps de la résumer ici, mais pour dire les choses très rapidement, il fait une première exposition qui le rend célèbre grâce à la photographie de carte Michelin. Il est approché par la directrice communication de Michelin France, qui devient accessoirement son amante, ce qui facilite la signature d'un contrat, et il vend ses photographies sur un site web, puis il passe un certain nombre d'années à consacrer. Il fait une deuxième exposition qui grâce au service d'une attachée de presse, lui permet de décrocher un article qui assure sa réputation artistique, et il se retire pendant un certain nombre d'années qu'il consacre à la peinture d'une série de métiers qui, selon lui, représentent le système de production contemporain. Et lorsqu'il fait cette troisième et dernière exposition, c'est il a une sorte d'assise complète sur le marché de l'art, puisque il se passe de la presse, et dans la salle circulent les acheteurs, l'acheteur de Roman Abramovitch pour l'Europe, François Pinault, troisième ou quatrième fortune de France, etc. Il vient d'avoir accès à ce club très fermé de gens fortunés qui achètent les choses les plus chères de l'art contemporain, et il se retire pour faire jusqu'à la fin de ses jours, qu'il consacre à la dernière partie de son œuvre, sur laquelle je reviendrai si j'ai le temps. Alors, cette success story donne lieu bien sûr à un tableau critique relativement classique de l'affairisme qui règne sur une partie des milieux de l'art. On y trouve les stratégies de communication, l'importance consacrée à une exposition par l'argent, qui en fait une sorte d'événement médiatique. C'est la description des rapports fusionnels entre les grandes fortunes et les artistes les plus réputés, la description de la force des réseaux dans le monde actuel, et ce tableau reprend une partie du discours critique traditionnel sur l'art contemporain. Mais le roman de Houellebecq est beaucoup plus ambigu que
cette critique du milieu de l'art contemporain, parce que l'énonciateur adopte une posture très ambiguë et très ironique à l'égard de Jed. Alors bien sûr, il y a une ironie critique. Le roman commence par exemple, de manière significative, l'incipit du roman est une description de l'unique tableau inachevé de Jed Martin. Il s'agit d'un tableau intitulé Damien Hirst et Jeff Koons se partageant le marché de l'art. Alors, Damien Hirst et Jeff Koons sont deux artistes extrêmement riches et emblématiques des dérives de l'art contemporain, ce sont deux sortes d'artistes businessmen, et il est très significatif que Jed ne parvienne pas à achever ce tableau qu'il finit par détruire dans un excès de rage. Il n'arrive pas à saisir l'expression ambiguë de Jeff Koons, comme s'il lui était impossible de se peindre lui-même de manière critique. Alors il y a cet effet d'ironie, mais l'ironie est, disons que l'ironie est également se fait à l'égard de cette critique du milieu de l'art, parce que d'abord parce que Jed est loin d'être une sorte d'artiste businessman, il est beaucoup plus attachant que cela, y compris dans la posture de résignation qu'il adopte face au marché de l'art. Il y a également un autre effet ironique qui a lieu dans des jeux d'autofiction, puisque Jed, par un jeu Jed renvoyant à Jeff Koons renvoie lui-même à Houellebecq d'une certaine manière, car Houellebecq a signé un entretien avec Jeff Koons qui a été publié dans le catalogue d'une des expositions très connues de Jeff Koons à Versailles. Et donc il y a un effet de calque, Jed Martin renvoyant à une réflexion sur le personnage de Houellebecq et sur la réputation d'auteur aguerri aux techniques de communication et étant une sorte d'agent économique de l'industrie du livre dont il fait partie. Cette ironie ambiguë, il y a tout un tas d'effets que je ne développerai pas, mais cette ironie ambiguë, elle est capitale dans l'écriture de Houellebecq, parce que les personnages doués d'une abjection évidente sont à prendre comme des contre-exemples, mais pas complètement. Jed Martin n'est pas un artiste businessman, et l'attitude, l'œuvre de Jed Martin constitue une sorte de résignation ironique au paradigme libéral qui me rappelait certaines des analyses de Boltanski et Tiapello sur le nouvel esprit du capitalisme. Alors, analysant les relations entre capitalisme et les critiques qui lui furent historiquement formulées, Boltanski et Tiapello mettent à jour comment le nouvel esprit du capitalisme intègre la critique artiste qui lui était faite après mai 68. Cette critique artiste s'appuie non pas sur une théorie et une rhétorique inspirée du socialisme et du marxisme, mais sur des sources d'indignation contre un capitalisme défini comme idéologie créatrice d'oppression, brimant la créativité, la liberté des individus, et considéré comme une sorte de désenchantement et d'inauthenticité. Alors, il montre comment, sous l'effet des critiques, le capitalisme intègre cette critique artiste et met en place des dispositifs de management et des discours de légitimation qui répondent aux demandes d'autonomie et de liberté des individus. Alors, je distingue clairement ce que Boltanski et Tiapello appellent critique artiste et le discours critique qui a émergé, et le discours critique qu'un artiste peut engendrer sur le marché de l'art et sur le capitalisme en général. Seulement, l'itinéraire et les représentations artistiques de Jed Martin dans le roman sont décrites comme la preuve formelle que ce capitalisme prend acte de cette critique artistique.
C'est le père de Jed, Jean-Pierre Martin, qui incarne l'échec de cette critique d'une certaine manière. C'est ce jeune artiste. Celui-ci essaya de s'opposer au fonctionnalisme de l'architecte Le Corbusier, qui faisait déjà des ravages dans nos villes, et il s'y oppose en proposant un modèle d'habitation inspiré des phalanstères fourriéristes. Il publie quelques articles, s'allie avec des amis, et le temps passant, finit par se résigner à faire carrière en construisant des lotissements touristiques en bordure de mer. Il y a une dichotomie dans le roman qui oppose ce récit d'illusion perdue, qui est incarné par le père, et la soumission complète de Jed aux règles du jeu capitaliste qui lui apporte le succès et lui permet de vivre de son art. Sa carrière et son œuvre artistique attestent que le capitalisme ne s'oppose plus à la créativité, à l'autonomie des individus, puisqu'il permet, à l'intérieur de son système de production, l'épanouissement de celui qui, entre tous, incarne la liberté et le jugement critique, l'artiste. La signature du contrat qui lie Jed Martin à l'entreprise Michelin, par exemple, n'engage celui-ci qu'à vendre ses œuvres sur un site web totalement indépendant. Il n'y a pas de compromission de l'indépendance de l'artiste. La notion d'authenticité, de conformité à un idéal, n'engage pas non plus à une standardisation de l'œuvre. Personne ne demande à Jed de reproduire, par exemple, comme pourrait le faire Ben, l'artiste Ben, et de reproduire son œuvre et de lui faire perdre son aura artistique. Elle déborde, cette qualification de l'authentique porte plus sur l'intention, la stratégie que sur l'objet lui-même. Elle déborde ainsi le cadre des objets et s'étend à toutes les formes d'action pouvant être soupçonnées de visée stratégique ou manipulatrice. En ce sens, le personnage de Marilyn, l'attachée de presse de Jed, joue un rôle crucial. Elle a pour mission de contrôler la circulation du bien, l'œuvre d'art, pour qu'il devienne une source de profit. Elle fait subir aux œuvres de Jed une sorte de codification, c'est-à-dire une sélection de traits permanents qui facilite sa diffusion dans le marché de l'art. L'œuvre de Jed devient ainsi le révélateur d'une société où l'artiste a toute liberté du moment qu'il assujettit son œuvre à la notion de profit. Le marché de l'art lui-même est le révélateur d'une société où plus rien n'échappe à la logique du profit et où la critique de cette logique marchande est paralysée par le confort qu'engendre la soumission au paradigme libéral. Au fond, le roman de Houellebecq explore moins le système économique capitaliste que le paradigme libéral. Il raconte moins des formes d'aliénation par le travail que l'obscénité de ce paradigme qui impose la notion de profit en utilisant comme légitimité morale les valeurs, les activités qui nous sont les plus chères et que nous voudrions lui opposer. Les traditions, les savoir-faire qui constituent notre patrimoine culturel, la liberté individuelle, le jugement critique, la créativité et l'art. Le parti de Houellebecq est face à une sorte d'impuissance de la critique, celui de l'ironie ambiguë dont la dérision triste et résignée n'invite peut-être pas à la révolution, mais interpelle le lecteur jusqu'au dégoût face à l'hégémonie de ce paradigme libéral et par là peut-être l'incite à l'indignation politique.